Bienvenue sur votre nouveau numéro de l'émission L'Entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons une fois encore parler environnement, parler sécurité alimentaire. Ça va être avec Dr Armand Nata. Il est ingénieur agronome, il est forestier et il est enseignant à la faculté d'agronomie à l'université de Parakou. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir avec nous sur L'Entretien du jour, docteur. Merci, madame la journaliste. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler changement climatique, pour parler également environnement. On aimerait bien que vous nous disiez comment vous ressentez ici, puisqu'on est dans la partie nord du Bénin, comment est-ce que vous ressentez les effets des changements climatiques? Merci, madame la journaliste. Les effets des changements climatiques se remarquent de plus en plus et impactent toutes les formes de vie et l'activité humaine dans la zone nord du Bénin et en particulier à Parakou. Mais une petite précision, une clarification s'impose. Lorsque nous parlons de changement climatique, il faut d'abord savoir ce que c'est et différencier les changements climatiques de la variabilité climatique. On parle de variabilité climatique lorsque les valeurs clés du climat changent, ne sont pas stables au cours d'une journée, au cours d'un mois, au cours d'une saison et d'une année à une autre. Les températures ne sont pas identiques, les hauteurs de pluie ne sont pas identiques, l'humidité relative ne sont pas identiques et la longueur et la qualité des saisons varient. Ça, c'est une variabilité climatique qui est naturelle, qui est due aux phénomènes liés qui impactent, qui modèlent les variables clés du climat que sont les hauteurs de pluie, la température, l'humidité relative et les saisons, dans le cas de nos zones soudaniennes. Mais lorsque nous parlons de changement climatique, il s'agit d'une forte variabilité sur une très longue période. Une longue période et en ce moment, les moyennes des variables que nous avons citées tantôt, température, humidité relative, pluie, saison, les moyennes de ces variables-là ont des valeurs extrêmes fortes et cela se remarque sur une très grande période de temps. Et cela dérègle beaucoup d'activités et de prévisions au niveau global et cela se ressent de plus en plus dans nos zones qui sont proches de l'équateur. Merci docteur parce que vous venez mettre en relief les défis que présente l'excès ou la rareté d'eau, entre autres, en tout cas les variations diverses. Mais quelles sont les mesures pour faire face à cette réalité-là? La réalité est complexe, les mesures ne sont pas aussi directes. Il y a 3 niveaux d'intervention qui sont requis, qui sont interdépendants et complémentaires. C'est d'abord le niveau d'approfondissement des connaissances, des données, à travers un dispositif fiable à long terme de collecte de données sur les régimes hydrographiques, hydrologiques, pour voir un peu comment est-ce que les niveaux d'eau varient dans nos cours d'eau et dans nos terroirs villageois. Voir aussi l'évolution des valeurs clés de la température en termes d'humidité relative et de température, et cela au niveau national. Le deuxième niveau, qui est un niveau opérationnel des producteurs, c'est tout ce qui a trait à l'adaptation à ces changements climatiques. S'adapter, c'est de contrer un peu les effets pervers et de capitaliser les effets positifs. Justement, voilà. J'allais demander, c'est quoi les possibilités d'adaptation que nous avons, dont nous disposons pour pouvoir faire face à cette réalité-là? Tout à fait. Des possibilités, les connaissances endogènes existent. Quand vous allez chez les paysans, ils ont des variétés adaptées à cycle court, à cycle long, des variétés indifférentes qui s'adaptent bien, soit à une sécheresse, soit à une trop forte quantité d'eau. Nous avons la recherche qui travaille sur les principales cultures vivrières
que ce soit la recherche universitaire ou la recherche au niveau de l'Institut national des recherches agronomiques du Bénin, l'INRAM. Mais nous avons aussi tout un lot de producteurs qui conservent eux-mêmes les semences adaptées d'une saison à une autre et qui peuvent, à travers les générations, à travers les associations professionnelles, transmettre ces connaissances-là et ce matériel-là qui est très bien adapté. Nous avons tout ce qui a trait à la valorisation des bas-fonds, la gestion optimale de l'eau. L'eau en surplus, le cours des inondations ne doit pas ruisseler et aller causer des dégâts. Elle doit être stockée à travers des barrages bien dimensionnés pour des productions de contre-saison ou alimenter le bétail de façon optimale. L'eau aussi, en pénurie, doit être gérée de façon optimale pour qu'elle puisse servir utilement pour que les plantes et les animaux puissent boucler leur cycle et se nourrir utilement. Nous avons le côté de la reforestation. Il faut remettre l'arbre dans nos écosystèmes. Il faut remettre l'arbre dans nos maisons parce que l'arbre, à travers son système racinaire, ses feuilles, a un fort potentiel d'abaissement de la température, de gestion des fortes pluies, de gestion des forts vents qui ne peut être que néfaste lorsque nous avons des terrains dénudés. Nous avons aussi tout ce qui a trait aux nouvelles technologies de culture hors sol, ça veut dire culture sous serre ou culture avec des micro-dosages d'irrigation, des micro-dosages de fertilisation, au lieu d'avoir une agriculture extensive qui est consommatrice d'espace et qui est à l'air libre et qui normalement est plus vulnérable à l'agriculture. Donc ce côté adaptation est très important et beaucoup de chercheurs, beaucoup de populations et beaucoup d'agriculteurs y consacrent beaucoup de temps et ont leur manière de répondre à des préoccupations réelles sur le terrain. Le troisième niveau qui est aussi important, c'est le côté mitigation des effets des changements climatiques. Un acte posé par un grand industriel aux États-Unis, en Amérique ou en Chine a des impacts au Bénin et ailleurs. Donc, chaque pays a des engagements par rapport à ses émissions de CO2, a des engagements par rapport au stockage du carbone à travers les grands projets forestiers où il faut reboiser, il faut récupérer des terres dégradées, il faut récupérer des bassins versants le long de certains cours d'eau qui, lorsqu'ils ne sont pas revégétés, ils n'ont pas eu une nouvelle végétation, vont forcément conduire à des dégâts sur le plan de destruction des sols. Et cela requiert des actions à un niveau national et à un niveau régional. Par exemple, des engagements des pays doivent être respectés et cela impose aussi d'avoir toute une économie verte. Promouvoir l'économie verte, nous avons l'éolienne, nous avons le solaire qui est très peu utilisé. Et curieusement, c'est les pays européens qui n'ont pas de soleil qui nous font la leçon et qui viennent nous former pour une ressource que nous avons là, je vais dire 24 heures sur 24. Nous avons une ressource, une possibilité inouïe de développer ces énergies vertes-là. Et au lieu de foncer droit vers le mur, alors que les pays développés sont en train de rebrousser chemin pour revenir à l'agroforesterie, à l'agriculture verte, à tout ce qui a trait à la gestion optimale de la fertilité des sols, gestion optimale de l'eau. Nous voulons aller à leur niveau, à voir les dégâts, et avant de nous rendre compte que nous avons des ressources devant nous, la biomasse, l'éolienne, le solaire qui ont un très grand potentiel et qui vont nous permettre d'éviter leurs erreurs et d'assurer de façon plus endogène un développement qui prend en compte cette thématique, qui prend en compte les effets négatifs des changements climatiques, et cela est indispensable
pour la sécurité alimentaire. Sinon, nous sommes toujours vulnérables par rapport à ce qui est fait. Une population qui ne produit pas assez est obligée d'importer sa nourriture et nous sommes doublement victimes et dépendants des autres. Et nous avons le soleil illimité, hein, comme vous l'avez dit, 24 heures sur 24 en tout cas. Comment est-ce que cela peut s'expliquer que l'énergie solaire, qu'on nous dise que c'est extrêmement cher? C'est difficile d'avoir accès à l'énergie solaire dans nos pays. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Oui, madame, c'est le paradoxe. Nous avons une ressource et nous sommes incapables de l'optimiser. Mais les solutions existent, simplement que nous n'investissons pas assez. Il y a des intentions, mais nous n'investissons pas assez ou nous investissons de façon trop molle et trop différée par rapport à une question d'urgence. Nous produisons des matières premières qui servent à fournir de l'énergie de façon quasi illimitée à des pays européens. Et nous continuons pas à enrichir ces pays alors que nous pouvons, à travers la coopération sud-sud, à travers le développement de nos compétences, il faut que les pays prennent cette opportunité de faire former de façon massive des jeunes dans ces domaines. Beaucoup de jeunes sont formés, mais il faut actualiser ces connaissances, il faut former une cohorte, des cohortes continues pour que cela devienne une habitude et que partout dans nos villes, dans nos villages, que nous ayons ces dispositifs. Et de façon, en investissant de façon massive dans la formation, dans les équipements, nous allons réduire un peu l'importation des matières premières et nous-mêmes commencer par fabriquer le minimum qu'il nous faut pour au moins assurer l'éclairage et les besoins quotidiens. Il nous faut aller vers là. Apparemment, des initiatives existent, mais qu'il faut certainement renforcer et le mettre dans le temps et que ces initiatives ne soient pas liées à un gouvernement qui a une durée de vie précise, mais qui soit vraiment comme une option stratégique pour le pays, comme beaucoup de pays le font sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Quelle vision on a, quelle ambition on a par rapport à l'énergie verte, par exemple, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et lorsque nous nous projetons un peu dans le lointain, nous avons des simulations en termes de population, en termes d'expansion de nos villes, en termes de production agricole, en termes de production halieutique, en termes de production animale. Nous pouvons définir une bonne stratégie et mobiliser des ressources et surtout les compétences dans ce domaine pour nous affranchir un tant soit peu, des effets néfastes des changements climatiques. Merci beaucoup, docteur Armand Nattar. Je rappelle, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes forestier et vous êtes enseignant à la faculté d'agronomie à l'université de Parakou. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est la fin de votre émission, l'entretien du jour. Ravi de vous l'avoir présenté. Merci pour votre aimable attention. Au revoir.